Congo Dialectique, bonjour à tous et bienvenue à votre émission que vous avez eu l'habitude déjà de nous suivre plusieurs fois, que nous tournons avec des éminents invités sur ce plateau pour parler politique, économie, société, bref, tout ce qui est de la vie nationale. Alors, aujourd'hui au menu, nous avons deux principaux sujets que nous allons débattre. La rencontre de Luanda entre le président Tshisekedi, Joao Lourenço et Paul Kagame est-elle échec ou réussite? Si c'est réussite, échec ou non, qu'est-ce qui se passe que chacune des présidences communique à sa manière? La présidence RDC communique à sa manière, Angola communique à sa manière, et puis le Rwanda aussi à sa manière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de tenter de duper la RDC par rapport aux réalités que nous connaissons? Notre invité nous le dira. Et la deuxième question que nous allons débattre, c'est justement, est-ce que la justice de notre pays peut-elle continuer à avoir la confiance de la population congolaise quand on sait que tous ceux qui sont arrêtés concernant le procès de 100 jours, le programme du chef de l'État, sont libérés? Pendant ces temps, la Tanzanie menace de vendre 216 conteneurs de maisons préfabriquées au port de Dar es Salaam. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la justice n'arrive pas à nous dire où sont partis ces fonds et qui doit payer pour que nous récupérions justement ces conteneurs? Tous ces sujets, nous les débattons avec notre invité, le porte-parole de Congo Positif, parti cher Dieudonné Kishi. Monsieur Héritier, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci beaucoup. Alors, dites-nous comment est la santé de votre parti Congo Positif? Oui, le parti se porte bien. Il se prépare à affronter les échéances électorales de 2023. Et donc, on est en train d'affûter nos armes. Et pourquoi Congo Positif? Pourquoi Congo Positif? La raison est simple. Parce que nous avons fait le constat que nous vivons dans un Congo négatif. Quels sont les indices du Congo négatif? Je vais vous aider. Quand on doit classer les pays les plus corrompus du monde et que le Congo se retrouve dans ces classements honteux, il s'agit d'un indice du Congo négatif. Quand on doit classer les meilleures universités du monde ou d'Afrique et que sur ces classements il ne figure aucune université congolaise, il s'agit d'un indice du Congo négatif. Le Congo négatif, en fait, c'est lorsque le Congo est peint en noir dans tous les classements. Alors maintenant, nous avons dit, parce que nous vivons dans un Congo négatif, il faut maintenant un Congo positif. Le Congo positif, c'est donc un appel à tendre vers le Congo d'excellence, celui de nos rêves. Le Congo positif, c'est comme les chrétiens le disent, c'est un appel à faire la métanoïa, le changement de direction. C'est dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. C'est ça en fait, Congo positif. Alors, nous le verrons avec ce Congo positif, si réellement avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on n'est pas en train de reculer encore à nord, même si vous voulez Congo positif. Comment tu peux justifier ou peut-être comprendre, par exemple, la rencontre de Luanda, toutes les trois présidences, chacune communique à sa manière. Est-ce que c'est un échec de la diplomatie congolaise? D'entrée de jeu, je commence par dire que la scène internationale a ceci de particulier d'être à la fois conflictuelle et délibérante. C'est une dialectique ambivalente où vous avez en même temps le caractère conflictuel et en même temps le caractère délibérant de la scène internationale. Alors, parlant de ce qui se passe à Luanda, compte tenu de la guerre, l'agression dont on est victime de la part de nos voisins, le Rwanda notamment, pour ne pas le citer, je pense que je l'ai dit l'autre fois ici. La solution, à notre avis, la plus idoine, c'est de faire la guerre. Avec le Rwanda? C'est de faire la guerre. Parce que je suis en train de m'interroger. Sur quelle base le Rwanda se présente aux négociations de Luanda? C'est en quelle qualité? Et qui a mandaté le Rwanda pour négocier au nom et pour le compte du M23? Mais je pense que les masques viennent de tomber. Le Rwanda lui-même vient de prouver à la face du monde que toutes les guerres qui ont ensanglanté la partie est du pays, c'est lui le parrain. Et c'est clair comme l'eau de roche. Alors, Métier, vous dites que le Rwanda vient de prouver à la face du monde que c'est eux qui soutiennent le M23. Mais justement, c'est nous qui les avons accusés qu'ils soutiennent. Ils sont allés négocier à ce cadre-là. Non, mais je pense qu'il y a un rectificatif à faire. Le Rwanda ne soutient pas le M23. Mais le Rwanda est plutôt le géniteur du M23. C'est lui qui a créé le M23.
On trouve aussi des Congolais dedans dans M23, M. Héritier. Ça, on ne va pas se leurrer aujourd'hui. Tout le monde connaît que parmi le M23, il y a des Congolais et des Rwandais qui sont en train de nous combattre. Ce sont des marionnettes, des Congolais indignes de ce nom. Ils ont trahi la mère patrie. Et donc, ils ne méritent aucune attention de bons citoyens. Regardez par exemple, quand vous lisez la charte de l'Union africaine, on vous dit qu'aucun État ne peut servir de base arrière à des mouvements armés qui déstabilisent un autre État. Alors dites-moi, chaque fois que le M23 est défait militairement au Congo, où est-ce qu'il se réfugie? Mais c'est au Rwanda. C'est clair et c'est ostensible, on n'a pas à s'interroger. C'est clair, ça saute aux yeux. Alors, mais on va rester à ces assises-là de Luanda. D'ailleurs, qui vont se relancer ce 12. Oui. James Kabarebe, qui connaît bien les territoires congolais, pour avoir été chef d'état-major, oui. Il a accompagné Paul Kagame à ces assises. Il dira, je cite Lutundula, que c'est l'Ouganda qui serve de base arrière pour le M23, non le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une façon d'endormir les Congolais? Justement, c'est un discours à dormir debout. C'est une ruse. On connaît la rhétorique rwandaise. Le Rwanda n'a jamais accepté une seule fois avoir déstabilisé la RDC, même lorsque on met la main sur un de ses militaires. Il n'y a pas longtemps, on avait capturé sur le champ de bataille un militaire rwandais. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ils ont continué à nier. Donc cette rhétorique rwandaise ne va jamais changer. C'est une diversion. Kabarebe sait que c'est son pays qui est impliqué dans la déstabilisation. C'est pourquoi nous avons dit, vous savez qu'en relation internationale, pour revenir à ça, il y a des négociations pour faire passer du temps, pour gagner du temps. Donc c'est une négociation de façade donc? Une négociation de façade, de trop, parce qu'en fait, le Rwanda va négocier en quelle qualité? C'est la question que je me suis posée. C'est en quelle qualité le Rwanda va se présenter aux assises du Rwanda? C'est là justement qu'on reproche à notre président, connaissant Paul Kagame, parce que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre Paul Kagame en face. Qu'est-ce qui lui motive que cette fois-ci, Kagame sera sincère et puis toutes les victoires vont céder quand on sait que notre armée jusque-là n'est pas encore à mesure de déloger la M23 se trouvant dans notre territoire? Non, la sincérité à mon avis n'existe pas. Ce sont plutôt les intérêts qui existent. Donc, la démarche que moi je pourrais soutenir, c'est une démarche concomitante. C'est-à-dire, en même temps que nous négocions à Luanda, mais en même temps sur le terrain des opérations, on fait la guerre. Parce qu'il faut établir les rapports de force en notre faveur. Seul le langage des armes fera entendre raison à Paul Kagame et à toute sa bande. C'est clair et net, il n'y a pas à accélérer. Est-ce que vous êtes aujourd'hui parmi de ces gens-là qui disent que notre armée est faible par rapport à l'armée rwandaise? Mais qui a fait ces études pour dire que notre armée est faible? On regarde des attaques perpétuelles. Chaque fois on tue et puis l'armée n'arrive pas à déloger carrément. Et puis pourquoi ne pas peut-être traverser les frontières pour attaquer le Rwanda et en finir ces problèmes du coup, comme beaucoup s'interrogent? Rappel historique. Nous sommes ce pays sur le territoire duquel s'est déroulé ce qu'on a appelé la première guerre mondiale africaine. Retenez bien l'épithète africaine. Sur ce territoire du Congo, de Patrice Emery Lumumba, 9 armées se sont fait une guerre. Ils se sont livrés une guerre sans merci dans ce pays. Et ça fait plus de 20 ans que cette guerre de l'Est dure. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit qu'on y mettrait fin. Et donc, ceux qui tiennent ce discours ne connaissent pas nos forces armées. Mais ce sont ces forces armées qui ont une histoire. Quand je remonte au déluge, permettez-moi de faire ces retours à l'histoire. Mais les forces publiques ont engagé de guerres, de victoires militaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Allez à la commune de Kasavubu. La quasi-totalité des avenues porte quel nom? Éthiopie, Assosa. Mais ce sont les noms en termes de souvenirs de victoires militaires de la force publique de l'époque. Voyez-vous, ça signifie que sur le plan militaire, le Congo a une histoire que le Rwanda n'a pas. Et donc, si ce sont les Congolais qui tiennent ce discours, je suis désolé. Ça, c'est dans l'histoire, mais dans le présent, aujourd'hui, est-ce qu'on ressent encore cette chaleur qui a caractérisé l'armée congolaise? Mais c'est cette armée qui a été infiltrée depuis plusieurs années. Et maintenant, le travail à faire, c'est d'exfiltrer de nos forces tous ces espions, toutes ces taupes qu'on a réussi à nous envoyer. Et ce n'est pas un travail de tout de suite. Il faut attendre, c'est un processus. Mais tout observateur sait que les FARDC sont de loin supérieurs à l'armée rwandaise. Dites-moi, cette armée rwandaise qu'on est en train de vanter, elle a gagné combien de guerres?
Et à quelle année? Et où? Alors, M. Héritier, je rappelle que vous êtes le porte-parole du Congo Positif. Bien sûr. Il y a une autre rencontre prévue pour ce 12 Oui. entre le président Tshisekedi et Kagame, en face du facilitateur président Joao Lourenço d'Angola. Oui. À votre avis, que pourrait dire le président Tshisekedi ou qu'est-ce qu'il pouvait faire face à Kagame pour faire taire les armes à l'est de la RDC? Je pense que je l'ai dit ici. Moi, je suis plutôt pour une solution à 2 volets. Ça signifie qu'en même temps que nous discutons sur le terrain des opérations, nous faisons la guerre. Parce que Kagame a démontré par plusieurs fois qu'il ne pourra entendre que le langage des armes. C'est que le président, sur le plan diplomatique, ce qu'il pourrait lui dire, c'est de lui faire admettre que c'est lui le créateur du M23. Mais ce n'est pas une rencontre de trop. Chaque fois, on sait qu'ils se rencontrent, ils se disent, mais apparemment, c'est relance. C'est lui le véritable créateur du M23 et qui devrait s'assumer. Il devrait le lui dire en face. Et je pense qu'il le lui a déjà dit. Parce que autre temps, autre mœurs. Regardez par exemple quand Kagame prend le pouvoir. Mais quels étaient ses principes de politique étrangère? C'était de placer au Congo des dirigeants qui lui seraient favorables. Vous voyez les ambitions de ces messieurs qui dirigent un État tout aussi minuscule qui voudrait régner sur le Congo. Oui, parce que Kagame a une vision. Vous avez vu que la RDC est sous embargo jusqu'à aujourd'hui, qu'on a des petits problèmes au niveau d'achat, des combats, des armes, etc. Kagame le sait, c'est pour cela qu'il avance, nous attaquer, parce qu'il sait que vous n'avez pas une base arrière qui peut le faire mal, non? Moi, je pense que c'est une interpellation à nos dirigeants pour que nous puissions accorder plus de priorité à la défense, à la restructuration de nos forces armées. Parce que sans les forces armées, ce pays sera le pays des autres. Ce pays sera envahi. Et donc, si nous pouvons accorder l'essentiel de notre budget à ce secteur vital pour l'existence de notre pays, ça sera une très bonne chose. Regardez par exemple, je pense que l'immensité de notre territoire et même le volume de la population ne sont pas équivalents à, comment je vais dire, au nombre même de militaires que nous avons. Si nous pouvons avoir 200, 300, 400 000 militaires, c'est insuffisant, c'est insignifiant par rapport à un habitant au kilomètre carré. Et donc, si parmi les réformes envisagées, notamment la réforme numérique, le nombre de militaires doit aller crescendo. Et donc, pour moi, le Congo peut avoir 1 million de militaires pour faire face à tous les voisins qui nous entourent, pour faire face à, voilà, à toutes les menaces. Le nombre en est une chose, mais leur formation s'est mesurée face à nos ennemis, c'est une autre. Alors, monsieur Héritier, nous allons parler de notre justice en RDC. Beaucoup s'interrogent si au Congo-Kinshasa, nous avons une justice. Quand on sait que il y a eu un procès 100 jours, le programme 100 jours du président Tshisekedi, beaucoup de personnalités ont été arrêtées, y compris Vital Kamerhe, qui est déjà libéré aujourd'hui, a quitté. Oui. Hier, la Tanzanie dit elle va commencer à vendre aux enchères de 216 conteneurs, si je ne m'abuse, des maisons préfabriquées qui traînent encore au port de Dar es Salaam. Comment la justice n'arrive pas à nous dire aujourd'hui qui peut justement débloquer l'argent pour que nous ayons ces conteneurs bloqués à Dar es Salaam, Tanzanie? C'est une interrogation pertinente d'un citoyen qui suit l'évolution de son pays. Mais sur le plan constitutionnel, la justice est rendue au nom du peuple. La question que l'on devrait se poser en ce moment, quelle est l'attitude de ce peuple pour décrier des cas d'injustice, par exemple? Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Est-ce que ce peuple est-il exigeant vis-à-vis de ceux qui rendent cette justice? C'est ça la question. Ça veut dire que nous nous taisons face à des problèmes qui peuvent nous causer du tort. Mais la responsabilité est collective. Si vous estimez que tel monsieur a été libéré injustement, si vous estimez que tel jugement est une parodie de justice, mais dans l'entretemps, quelles sont les actions citoyennes qui ont été menées sur terrain pour faire entendre le ras-le-bol? Silence radio. Mais que voulez-vous? C'est comme si on est un peuple apathique. Je ne rentre pas dans des polémiques de qui a détourné, qui n'a pas détourné dans le procès de 100 jours. Moi, en tant que citoyen, je constate que la justice a acquitté un monsieur. Nous prenons acte.
Nous prenons acte. Les procès restent vides. Pendant ce temps, des maisons traînent à Dar es Salaam. 216 conteneurs. Il y aurait, selon les analystes, plus de 500 maisons qui pourraient être emportées par cette vente. Est-ce que ce n'est pas une honte de trop pour la gouvernance Tshisekedi? Oui, mais les personnes ont été acquittées, c'est une très bonne chose. Mais il y a des questions qui restent pendantes. Notamment celle à laquelle vous faites allusion, l'évacuation de maisons. À qui incombe la responsabilité de faire acheminer le matériel jusqu'à destination? Je pense qu'il y aurait eu un contrat, entre guillemets, d'après ce qu'on a entendu. Il y aurait eu un contrat. Et dans le contrat, il y a des obligations de partie. Alors, quelle est cette partie qui avait la charge d'acheminer le matériel jusqu'à destination? Voilà toute la question. Aujourd'hui, les maisons seront portées parce que la justice n'arrive pas à nous dire et toutes les personnalités impliquées sont déjà libres. Est-ce que ça ne sera pas quelque chose qu'on reprochera et qu'on reproche au régime Tshisekedi qui peut le causer du tort en 2023 si jamais il y a élection, il y en a? Cher Président, vous êtes interpellé pour nous dire via votre gouvernement qui est responsable aujourd'hui, qui doit payer l'argent pour que ces maisons préfabriquées, 216 conteneurs, nous parviennent au Congo sans que la Tanzanie puisse les vendre. Mais Thierry, notre émission tend à fin. Rencontre de Luanda et puis des maisons préfabriquées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population avant qu'on ne se sépare? Je pense qu'en ce moment, il se tient une assemblée générale sur la magistrature. Je ne connais pas très bien le terme technique. Tout à fait. Mais c'est l'occasion de soulever toutes ces questions sans tabou pour qu'on se dise de vérité en face. Parce qu'il y a parmi ces magistrats ceux qui ont été formatés dans l'ancien régime, ceux qui ont été formatés à rendre des jugements qui n'ont rien à voir avec la justice. Et donc, si déjà on peut mettre en place ces régimes sanctionnataires, ce régime sanctionnateur qui décourage ceux qui ternissent l'image de la justice, ça sera une très bonne chose. Mais si on continue à évoluer dans cette complaisance qu'on connaît jusqu'ici, en tout cas, on est parti pour la gloire. Nous sommes partis pour au défunt indéfini. C'était là Héritier, porte-parole de Congo Positif. Je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je serai toujours disponible chaque fois que vous nous appellerez. Merci beaucoup. Congo Dialectique se termine par ici. Retenez que derrière le caméra, c'était Manix Ndjoli et Augustin Kapouya. Je vous dis merci. Je vous retrouve la fois prochaine avec un autre invité et d'autres thématiques. Au revoir.